Un centre d'accueil pour les migrants va être créé à Calais. Il s'agira d'un campement de 1600 places financé par la France et l'Union européenne. La violence de retour à Kiev de manière spectaculaire devant le Parlement aujourd'hui. Le vote d'une loi accordant plus d'autonomie à l'Est pro-russe a suscité des émeutes. Un policier tué et des dizaines de blessés. L'attentat de Bangkok et 2 nouveaux suspects recherchés par la police thaïlandaise après l'arrestation d'un premier homme ce week-end. La piste du réseau terroriste international n'est pas totalement écartée. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, la France et l'Europe côte à côte, donc aujourd'hui à Calais pour annoncer des premières mesures afin de faire face à l'une des conséquences les plus visibles de cette crise des migrants. Il s'agit du point de passage de Calais à l'entrée du tunnel sous la Manche. Submergé par l'afflux de migrants depuis des années, eh bien ce centre va être réorganisé. Léa Berdugo. Des paroles aux actes. Après un discours plutôt généreux sur l'accueil des migrants, le Premier ministre est en visite à Calais, un des lieux les plus symboliques de la crise migratoire. La journée est riche en annonces. La France avait dit espérer une nouvelle aide financière de l'Union européenne. Elle est désormais officielle. Nous allons mettre à la disposition des autorités françaises jusqu'à 5 millions d'euros supplémentaires. Ces nouveaux fonds serviront à la mise en place d'un campement pouvant offrir une assistance humanitaire pour environ 1500 migrants, ainsi qu'à soutenir le transport des demandeurs d'asile de Calais vers d'autres destinations en France. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les autorités françaises. Ce centre serait créé au cœur de la zone baptisée la Jungle, où vivent des milliers de migrants dans un bidonville de fortune. Le Premier ministre promet l'établissement d'un tel dispositif le plus vite possible. L'idée, c'est qu'il puisse ouvrir au début de l'année, puisqu'il faut des travaux pour permettre la construction de ce centre, donc au début de l'année 2016. Depuis quelques jours, les dirigeants européens ne cessent de s'indigner publiquement de la situation. Les ministres de l'Intérieur de l'UE se réuniront le 14 septembre pour avancer concrètement face à la crise migratoire. À Calais, 13 ans après le démantèlement de Sangatte, la peur de l'appel d'air est toujours présente chez certains. Mais pour des associations de défense des migrants, la création d'un centre ne doit être qu'un préalable en attendant la mise en place d'une structure aux normes internationales. Alors justement, en ligne avec nous, le directeur de France Terre d'Asile, Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour vous, c'est une solution adaptée qui est proposée aujourd'hui par la France conjointement avec l'Union européenne à Calais ? Écoutez, ça fait 15 ans que les politiques publiques sont en échec à Calais. Il y a eu toutes sortes de tentatives, depuis la fermeture du centre de Sangatte à la dispersion des réfugiés, mais de fait, il y a une crise structurelle à Calais où il y a environ 500 à 1000 personnes en permanence depuis près de 15 ans. Et à cela s'ajoute une crise exceptionnelle due aux arrivées par la Méditerranée. Et nous protestions depuis de longs mois pour dire tout simplement qu'il était inadmissible que sur le territoire de la 5e puissance du monde, il y ait des gens qui vivent dans l'indignité la plus totale, sans accès à l'eau, sans accès aux soins, sans accès à la nourriture. Donc à partir du moment où le Premier ministre reconnaît cette situation et de fait accepte de mettre aux normes internationales le camp de réfugiés, moi j'applaudis à ce pragmatisme. Voilà, ça ne réglera pas la question migratoire parce qu'à Calais, il y a en réalité un impensé européen. Calais, c'est le fruit aussi d'une relation asymétrique entre la Grande-Bretagne et la France, puisque la Grande-Bretagne a externalisé ses frontières sur le sol français. Mais à partir du moment où on accepte cette situation, eh bien, à minima, que l'on reçoive les gens dans la dignité. Je pense que le projet
qui est annoncé là permettra de faire cela, même si il n'est pas tout à fait dimensionné à la hauteur des flux migratoires qui arrivent en ce moment à Calais. Alors justement, Manuel Valls a dit que pour l'instant la France n'était pas submergée, c'est le terme qu'il a employé. Est-ce qu'à votre avis la répartition va se faire de manière équitable à travers l'Europe? Parce qu'on voit bien qu'il y a des pays où il y a de la solidarité qui s'organise, on a vu l'Allemagne, l'Islande aujourd'hui, mais la Hongrie par exemple a l'air réticente. Et la France dans tout ça, comment est-ce que la France se situe à votre avis? Écoutez, la France pour l'instant a eu une parole tiède sur cette question. Et parfois la France quitte ses rêves de grandeur et puis sa tradition de grandeur et d'accueil. Et donc la France aujourd'hui est dans le peloton, au milieu du peloton européen et fait beaucoup moins que l'Allemagne, beaucoup moins que la Suède. Mais ce que je pense surtout, c'est que cette question migratoire, elle ne regarde pas simplement la France. Elle regarde l'Union européenne, mais elle regarde aussi la communauté internationale. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une conférence internationale sur la question de la crise des réfugiés le plus vite possible. Nous disposons d'un siège au Conseil de sécurité, il faut s'en servir et il faut parler haut et fort pour que la communauté internationale tout entière trouve les bonnes réponses, à la fois politiques et humanitaires, à cette crise sans précédent. Merci Pierre-Henri. Je rappelle que vous êtes le directeur de France Terre d'Asile. On reparlera de cette question importante des migrants qui est au cœur aujourd'hui donc, de la politique en Europe d'ici une vingtaine de minutes avec deux ambassadeurs d'Israël qui viendront donner leur point de vue. L'Ukraine et sa capitale Kiev qui replongent dans la violence. Le vote au Parlement aujourd'hui d'une loi controversée qui accorde plus de pouvoir d'autonomie à la région Est pro-russe a déclenché de très violentes émeutes nationalistes devant le bâtiment du Parlement. Bilan, un mort, il s'agit d'un garde national et des dizaines de blessés. Joseph Emmanuel. Rien ne va plus en Ukraine. La violence du conflit de l'Est du pays s'invite jusqu'à Kiev, qui connaissait une accalmie depuis plusieurs mois. Ce lundi, des milliers d'Ukrainiens manifestent devant leur Parlement. Ils ne comptent pas se retirer malgré les gaz lacrymogènes. La tension monte quand une explosion se fait entendre. On assiste alors à de véritables scènes de chaos. Plusieurs dizaines de manifestants sont touchés. Des policiers ensanglantés peinent à se mettre à l'abri. On avance le chiffre d'une centaine de membres de la garde nationale ukrainienne atteints par l'explosion. L'objet des tensions, l'adoption d'un projet de loi controversé donnant davantage d'autonomie à l'Est séparatiste pro-russe, une région en proie à la guerre. Les manifestants se sentent trahis. Cette loi veut dire qu'on aura une frontière ouverte avec la Russie et que toutes les infrastructures du Donbass seront remises en place, alors que ce sont les Russes et les séparatistes qui les ont détruites. À l'intérieur du Parlement, la séance est houleuse. Certains députés opposés au projet tentent même de bloquer l'accès à la tribune parlementaire. D'autres font part de leur honte. Ils qualifient la loi d'anti-ukrainienne et de pro-Poutine. Mais le vote est tout de même passé, et ce, à une large majorité. Pendant 24 années d'indépendance, l'Ukraine s'est construite comme un pays corrompu et centralisé, où ses citoyens se sentent continuellement mal et dans le besoin. C'est donc une décision historique que nous prenons aujourd'hui. Une décision qui change la Constitution et décentralise les pouvoirs. Ce projet est au cœur de débats acharnés en Ukraine. Son adoption est depuis longtemps exigée par les alliés occidentaux, car l'Europe affirme que seule cette loi aura le pouvoir d'apaiser le conflit. Un conflit armé ayant fait près de 7000 victimes en moins d'un an et demi. Mais les détracteurs de cette loi s'opposent à la solution presque imposée par les Européens. Nombreux sont les Ukrainiens à voir dans cette loi une tentative de légaliser de facto le contrôle par les rebelles d'une partie de l'Est industriel du pays. Ils dénoncent l'annexion pure et simple de pans entiers de leur territoire national. Ils dénoncent également une résignation européenne face à la politique pro-russe du fait accompli.
En Thaïlande, pas un jour sans des révélations contradictoires sur l'enquête après l'attentat qui a fait 20 morts le 17 août dernier. Après l'arrestation d'un suspect ce week-end, ce sont 2 autres mandats d'arrêt qui ont été lancés aujourd'hui, dont un contre une femme portant le hijab, Miri Maman. Nouvelle avancée dans l'enquête sur l'attentat de Bangkok. 2 nouveaux suspects sont recherchés. Il s'agit d'une Thaïlandaise portant un hijab et d'un étranger dont la police ne connaît pas l'identité. Pour les autorités thaïlandaises, il ne fait aucun doute que le suspect d'origine turque arrêté samedi a bénéficié de complicité étrangère, mais également thaïlandaise. D'abord, il y a les entrées et sorties du pays. Ensuite, il y a l'hébergement, la préparation de la bombe et la fuite. Des étrangers n'ont pas pu agir seuls. Des Thaïlandais sont forcément impliqués dans le processus. Dimanche, lors d'une descente à l'appartement de la jeune femme recherchée, les policiers ont découvert des matériaux servant à la fabrication d'une bombe. Le raid a eu lieu dans un immeuble du quartier de Minburi, dans la même banlieue où a été interpellé le suspect d'origine turque samedi. Il y a 2 ans, il y a eu une bombe à 1 kilomètre d'ici. Samedi, un homme a été arrêté dans la zone. Nous poursuivons les recherches tous les jours dans le quartier. Jusqu'ici, plusieurs scénarios ont été envisagés comme motivation pour l'attentat au cœur de Bangkok qui a fait 20 morts et 120 blessés. Il a été question de terrorisme international, d'opposants à la junte militaire, de vengeance de la minorité musulmane turcophone ouïghour, mais la thèse privilégiée est celle de trafiquants de faux papiers. Des dizaines de faux passeports ont été saisis à l'appartement du suspect interpellé. Alors en ligne avec nous, notre correspondant à Bangkok, David Nataf. Bonsoir. David, c'est très compliqué de comprendre ce que mène comme investigation la police thaïlandaise parce que c'est très contradictoire. Est-ce qu'il y a une nouvelle piste ce soir qui est explorée ? Oui, écoutez, effectivement, ce que l'on voit aujourd'hui dans cet attentat, c'est qu'on a véritablement des ressources qui sont tirées de différents pays où sévit le plus terrible islamisme. On a aujourd'hui un Turc qui a été arrêté, un personnage de nationalité turque avec un passeport turc. J'apprends à l'instant que 4 Palestiniens également ont été arrêtés avec des traces d'explosifs dans leur domicile et sur leurs vêtements. Donc on a véritablement en réalité une organisation qui a été recrutés et employés pour perpétrer un attentat. La piste, je pense, de la politique interne doit être définitivement écartée, car l'on a affaire à des éléments qui sont de l'extérieur de la Thaïlande et qui n'ont absolument rien à voir avec la politique interne ou l'opposition éventuelle à l'actuel gouvernement. Donc on n'est plus non plus dans la piste d'un réseau de faux passeports, mais plutôt d'un réseau de type islamiste international ? Complètement. Depuis le début, il était évident que les ressources employées, le matériel utilisé, l'explosif choisi n'était pas celui qui est utilisé en général en Thaïlande, dans le sud du pays, dans le cadre de la lutte, de la lutte interne. On est véritablement une organisation internationale. Donc aujourd'hui, on parle des loups gris. Les loups gris, c'est cet extrémisme nationaliste turc et ouïghour qui jadis a fomenté un attentat contre le pape. Eh bien, on peut le croire. Simplement, on doit relever évidemment qu'il y a quand même là aujourd'hui 4 Palestiniens qui ont été arrêtés. On peut s'interroger légitimement sur la question de savoir pourquoi est-ce que les Palestiniens viennent aider aujourd'hui des Ouïghours. Sont-ils des auxiliaires obligatoires, des artificiers de tout terrorisme aujourd'hui? Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions, David Nataf. Donc, information que vous nous donniez à l'instant, l'arrestation encore dans cette affaire de l'attentat de Bangkok de 4 ressortissants palestiniens donc, qui pourraient être impliqués dans cet attentat. Merci d'avoir été en direct depuis Bangkok. On parlait de la Turquie justement il y a un instant. Et bien pour la première fois depuis l'affaire de la flottille de Gaza et de ces 9 morts à bord du bateau Marmara qui avait tenté de forcer le blocus israélien imposé à Gaza, eh bien une délégation officielle turque est en Israël depuis aujourd'hui. Il s'agit d'une délégation économique chargée de mettre en place un projet de zone industrielle à Jenin dans les territoires palestiniens. Mais les discussions ont été entamées aujourd'hui avec le gouvernement israélien. Reportage Maxime Pérez. C'est un pas de plus vers la normalisation.
Une délégation turque était de passage à Tel Aviv ce lundi. Des hommes d'affaires venus relancer la coopération économique avant peut-être le rétablissement officiel des relations diplomatiques avec Ankara, 5 ans après l'épisode du Mavi Marmara. La Turquie est un véritable ami d'Israël. Je l'ai toujours cru et j'ai agi en conséquence. Je suis heureux aujourd'hui que cette délégation soit ici pour ouvrir un nouveau canal économique qui contribuera à améliorer l'atmosphère avec nos voisins palestiniens et qui ouvrira une nouvelle voie entre nous et la Turquie. En Turquie, notre tradition est de dire que le passé appartient au passé et qu'il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes animés par ce même état d'esprit. Une délégation venue également promouvoir le développement d'une zone industrielle dans la ville palestinienne de Jenin. Un projet vecteur de croissance pour la Cisjordanie, pour lequel la Turquie se serait engagée à investir 100 millions de dollars. Ankara cherche donc à soigner son retour au premier plan dans la région, au moment où des émissaires turcs seraient impliqués dans des négociations indirectes entre Israël et le Hamas. En jeu, la poursuite de la trêve contre la levée du blocus de la bande de Gaza, qui passerait par la construction d'un port, dont les marchandises seraient au préalable inspectées à Chypre et peut-être même en Turquie, avant de rejoindre l'enclave palestinienne. Tout dépend du niveau d'activité à Gaza, mais nous étudions la possible implantation de sociétés turques à Gaza, notamment pour la reconstruction. Mais pour y parvenir, il est probablement nécessaire de bâtir un port et un aéroport qui faciliteront l'acheminement de marchandises. Un enjeu de taille, car selon des responsables turcs, le rétablissement des relations avec Israël serait directement lié à l'amélioration de la situation dans la bande de Gaza, une façon de dire que la balle se trouve dans le camp de l'État hébreu. L'actualité économique qui nous amène en Chine à présent, avant d'évoquer une série d'arrestations liées au récent krach boursier qui a ébranlé toute la planète financière. Eh bien, Johanna Citruc, bonsoir. On va évoquer d'abord les marchés financiers du jour en Chine. C'était agité il y a quelques jours. Oui, alors après un rebond de plus de 10% en 2 jours en fin de semaine dernière, la bourse de Shanghai a clôturé sur une note un petit peu plus mitigée. Ce lundi, moins 0,82%. Pour Shenzhen, c'est une baisse un petit peu plus prononcée, c'est moins 3,06%. Plus globalement sur l'ensemble du mois d'août, les deux indices ont perdu respectivement environ 12 et 14%. Ça ne s'était pas produit depuis 2009. Quant à la bourse de Hong Kong, eh bien, après une chute de près de 1% en début de séance, elle a finalement terminé dans le vert à plus 0,27%. Alors, on en sait un peu plus sur ce qui a causé ce chaos sur les marchés chinois ces dernières semaines. Ce seraient des informations erronées données par des journalistes. Alors effectivement, ce lundi, une vidéo a été publiée par la télévision d'État. Il s'agit d'un message d'un journaliste, Wang Xiaolu, dans lequel il avoue avoir provoqué la panique et le désordre sur les bourses chinoises. Comment? Donc en diffusant donc des informations erronées, de fausses informations financières. Le problème, c'est que ces informations ont ensuite été démenties, ce qui a entamé la confiance des investisseurs qui ne savaient plus qui et quoi croire. Avec en plus l'essoufflement de la croissance chinoise, eh bien, tout ça a engendré une dégringolade des bourses et donc des pertes énormes pour le pays. Pourtant, selon le Financial Times, eh bien, les informations publiées par ce journaliste étaient correctes, en tout cas certaines. Donc l'affaire est a priori loin d'être terminée. Notez également que Wang Xiaolu a tout de même été placé en détention par les autorités de Pékin. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans cette affaire, eh bien, ce journaliste n'a pas été le seul dans ce cas. Effectivement, le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé que ce week-end, près de 200 personnes avaient été sanctionnées pour avoir répandu de fausses informations sur Internet, des informations sur plusieurs sujets, mais principalement liées à l'économie et à la finance. Une de ces rumeurs affirmait par exemple qu'un homme s'était suicidé, s'était jeté d'un immeuble à cause de la crise boursière. Mais pour beaucoup, eh bien, ces sanctions, ces arrestations ont en réalité un objectif politique. Merci Johanna Citruc. L'incertitude toujours ce soir autour du sort du principal temple situé sur le site classé de Palmyre en Syrie. De nouvelles explosions ont été enregistrées aujourd'hui et elles sont évidemment l'œuvre de l'État islamique qui poursuit sa politique de destruction sur place. Joseph Emmanuel. Il était le monument antique le mieux conservé de Syrie. Détruit à l'explosif, le temple de Baal, joyau de l'époque hellénistique.
3 mois après la prise de la ville syrienne de Palmyre, l'État islamique poursuit son entreprise de démolition culturelle. Cet édifice construit en 32 de notre ère et dédié au dieu Soleil représente l'un des plus importants monuments religieux du 1er siècle en Orient. Dans un remarquable état de conservation, son plan est typique des temples du Moyen-Orient, situé au milieu d'une esplanade sacrée de plus de 60 000 mètres carrés. Ces murs sont entourés par plusieurs rangs de colonnes, mais selon le directeur des Antiquités et des musées de Syrie, il y a bien eu une explosion, mais qui n'aurait pas endommagé les colonnes. Ce qui est certain, c'est que l'État islamique contrôle totalement le site depuis plusieurs semaines. Les islamistes avaient déjà il y a peu détruit le temple Baal Shamin, classé comme le temple Baal au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils avaient également utilisé ce lieu juste avant de le détruire pour mettre à mort plusieurs dizaines d'hommes de la région. Ces images satellites confirment l'ampleur des dégâts, une destruction qui prenait place au même moment que la mise à mort par décapitation de Khaled Assad, l'ancien directeur des Antiquités de Syrie. Les djihadistes prennent le contrôle de Palmyre et de ses 70 000 habitants au mois de mai dernier. La communauté internationale se montre alors très inquiète pour ces ruines antiques, témoin d'une période essentielle qui a façonné la naissance du monde occidental. Une importance toute relative pour les djihadistes, la version rigoriste de l'islam sunnite qu'ils pratiquent proscrit formellement la visite de sites archéologiques ou historiques. Ces hommes considèrent les statues humaines ou animales comme de l'idolâtrie. Face à des mises à mort par dizaines et face à ces destructions d'un patrimoine commun à l'humanité, beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la faiblesse d'une coalition internationale qui peine à faire cesser ces massacres. L'État islamique a proclamé son califat il y a un peu plus d'1 an. La mouvance fonctionne depuis comme un véritable État, doté d'une administration qui s'appuie sur un budget annuel estimé à 2 milliards de dollars. 110 pays lui fournissent des combattants, des djihadistes qui circulent librement dans un immense territoire entre l'Irak et la Syrie. Situé dans la province de Homs, Palmyre constitue un carrefour routier stratégique sur la route de Damas. Aux États-Unis, le débat au Congrès va entrer dans sa phase décisive avant le vote prévu sur l'accord du nucléaire iranien. Eh bien, le président Barack Obama, lui, en a profité pour s'adresser, et c'est assez inhabituel, directement à la communauté juive américaine. Léa Berdigo, bonsoir. C'était dans un entretien accordé au magazine américain Forward. Exactement. Alors tout d'abord, un petit mot sur Forward, qui est un magazine national qui s'adresse aux juifs américains. Alors Barack Obama a voulu séduire, et pour ça, eh bien, tous les arguments sont bons. Le président américain débute son entretien par le fait de reconnaître l'actuelle brouille entre l'administration américaine et le gouvernement israélien. Mais il assure eh bien, qu'elle n'affectera pas la relation entre les juifs américains et le parti démocrate. Pour Barack Obama, les États-Unis et Israël sont les membres d'une même famille, et comme dans toutes les familles, eh bien, leurs membres se disputent. Mais cela ne remet pas du tout en cause, dit-il, la nature de leur relation. Alors sur les juifs américains, le président poursuit et estime eh bien, que le nucléaire iranien n'est pas leur seule préoccupation. Ils sont également tournés vers les questions traditionnellement soulevées par le Parti démocrate, tels que le logement, la pauvreté ou la santé. Les membres de cette communauté, qu'il qualifie de vifs intellectuellement et attachés à leurs principes moraux, eh bien, selon lui, ils se rendront compte des bienfaits de cet accord quand l'écran de fumée suscité par ce compromis se dissipera, dit-il. Alors, juste avant le vote imprévu au Congrès, évidemment, dans cet entretien de Barack Obama, il y a des propos très politiques. Bah oui, on sent que le président américain est en campagne pour que l'accord soit approuvé par le Congrès. Et même si le ton eh bien, était très cordial, il a profité de cette interview pour exprimer des critiques face à certaines attitudes concernant l'accord sur le nucléaire. Il a dénoncé notamment des comportements des républicains et cité en exemple le discours de Benjamin Netanyahou au Congrès en mars dernier, qui n'a, semble-t-il, pas encore digéré. Alors, cette première interview à un journal de la communauté juive suit
un discours qu'il a prononcé devant les présidents des principales organisations juives américaines. L'engagement envers Israël est sacro-saint, avait-il dit. Et il finit sur le sujet central en déclarant que cet accord sur le nucléaire améliorera la sécurité dans la région, alors que Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien s'évertuent à dire que ce compromis est le plus grand danger pour Israël. Merci Léa Berdugo. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine. À l'instant, le président ukrainien Poroshenko vient de s'adresser à ses compatriotes en condamnant ce qui s'est passé cet après-midi devant le Parlement. Vous avez vu ces images extrêmement spectaculaires, émeutes qu'il a qualifiées d'anti-ukrainiennes. Ce sont des nationalistes qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, à mort et des dizaines de blessés. On est en ligne avec Eliezer Chargorodsky, qui est professeur, spécialiste de l'Ukraine et émissaire du Centre d'études sionistes en ex-URSS. Bonsoir Eliezer Chargorodsky. Ce qui se passe ce soir en Ukraine, c'est la crainte de voir la solution à deux États dont certains parlent, c'est-à-dire un État pro-russe à l'Est et l'Ukraine traditionnelle ukrainienne à l'Ouest? Je pense que c'est même un peu plus que cela. C'est la légitimation que les réformes constitutionnelles donneraient à un tel partage. Bon, on ne parle pas de partage, on parle de décentralisation, mais c'est véritablement perçu par une partie d'Ukraine comme une trahison, comme presque une défaite et vis-à-vis des exigences russes. Pourquoi a-t-on fait voter cette loi aujourd'hui? Qui est derrière justement cette loi? Est-ce que ce sont les accords de Minsk qui ont amené le gouvernement ukrainien à prendre... Oui. Non, ça c'est très simple, bien entendu. C'est une clause stipulée par les accords de Minsk de février dernier, où l'Ukraine véritablement devait faire un pas, des concessions vis-à-vis des exigences russes. Et sans aller jusqu'à la fédéralisation, accepter une certaine décentralisation de l'État ukrainien. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, cela va ranimer les violences de manière, on va dire, imprévisible? Est-ce que cela peut redonner les événements qu'on a vécus il y a quelques mois, par exemple, place Maïdan à Kiev? Il faut dire que là c'est un peu compliqué. C'est-à-dire il y a tout d'abord il faut partager les deux choses. Il y a une guerre larvée qui continue et qui continue à faire des morts, à faire des blessés. On compte près de 7000 déjà avant l'armistice, après l'armistice, après le calme, avant le calme. C'est-à-dire il y a une guerre qui continue à être menée sur le front sud-ouest de l'Ukraine. Vers Donetsk, vers Lugansk, vers toutes ces régions. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre chose, un autre front qui est le front intérieur ukrainien, où vous avez le secteur de droite et vous avez les partis de droite nationalistes qui ne veulent pas entendre parler de quelques concessions que ce soit. Mais là, il faut savoir que le pouvoir aussi peu populaire. Merci, on n'a plus le temps malheureusement, professeur Chargorodsky. Merci pour ce témoignage en direct. On se retrouve juste après la pause. Un centre d'accueil pour les migrants va être installé à Calais. Il s'agira d'un campement d'environ 1500 places financé par la France et l'Union européenne. Annonce faite aujourd'hui par Manuel Valls qui était en déplacement à Calais. La violence de retour à Kiev de manière spectaculaire devant le Parlement. Le vote d'une loi qui accorde plus d'autonomie à l'Est pro-russe a suscité des émeutes nationalistes, un policier tué et des dizaines de blessés. L'attentat de Bangkok et deux nouveaux suspects recherchés après l'arrestation d'un homme ce week-end. La piste mène désormais vers la Turquie et donc toujours vers le réseau terroriste international. La Hongrie a décidé aujourd'hui de laisser transiter les migrants sur son sol en les laissant partir en train vers l'Autriche et vers l'Allemagne. Pression des Européens sur Budapest qui a même été menacée de sanctions financières par l'UE si elle ne revoyait pas sa politique migratoire. Julia Ganancia. Ce train part finalement de Hongrie, rempli de migrants.
Au bout du trajet, un avenir qu'ils imaginent meilleur à Vienne, Munich ou Berlin. La police hongroise avait jusqu'à présent empêché les migrants de partir car ils n'avaient pas de documents officiels. J'ai une autorisation pour partir. J'ai obtenu le papier auprès de la police. Je l'ai obtenu et maintenant je pars. Ces derniers jours, ils étaient environ 2000 migrants à avoir passé des jours entiers dans cette gare de Budapest, transformée en camp de réfugiés improvisés. Des centaines de personnes qui campent à même le sol, du linge qui sèche dans les escaliers et certains qui demandent de l'eau et de l'aide médicale. Les volontaires sont débordés face à un risque de crise humanitaire. La situation sanitaire, c'est que tout le monde est enrhumé et le plus gros problème est la déshydratation parce qu'ils n'ont pas pu boire suffisamment sur la route. Ils ont des infections urinaires et des caillots dans les reins. Sur les routes ce lundi, des embouteillages monstres bloquent la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Les contrôles sont renforcés pour traquer les passeurs. La police arrête chaque camion, fourgon ou voiture dans le but de mettre la main sur ces trafiquants. Depuis le début de notre action ciblée hier soir, nous avons retrouvé près de 200 réfugiés que nous hébergeons dans nos camps et nous avons arrêté 5 passeurs. Ces passeurs utilisent différents moyens de transport. Nous avons vu ici à Nickelsdorf un cas où un passeur transportait 12 personnes, dont 3 petits-enfants, dans un van normal prévu pour le transport de 7 personnes maximum. Cette année, la police de Haute-Autriche a arrêté 93 trafiquants d'hommes qui transportaient 1630 migrants. La crise fait tanguer les relations entre Européens. L'Allemagne, qui s'attend à recevoir 800 000 demandeurs d'asile en 2015, réclame une meilleure répartition des réfugiés entre les pays de l'Union européenne. Les droits civils universels ont été jusqu'à présent étroitement liés à l'Europe et à son histoire, en tant que principe fondateur de l'Union européenne. Si l'Europe échoue sur la crise des réfugiés, ce lien avec les droits civils universels sera cassé, il sera détruit. Mais cette répartition se heurte au manque de volonté de certains pays, dont la Hongrie, l'Autriche, la Slovaquie ou la Slovénie. Voilà, Angela Merkel qui parle donc d'un défi majeur posé à l'Europe sur ses propres valeurs. On va en parler justement avec deux ambassadeurs d'Israël. Bonsoir à vous, Daniel Sheikh. Merci d'être là. Bonsoir à vous, Yitzhak Levanon. D'abord, est-ce que vous trouvez que l'Europe réagit comme il faut, si on peut dire, à cette situation d'urgence qui se présente à elle? Ça veut dire quoi, comme il faut? Comme elle doit le faire. Mais personne ne sait comment il faut le faire, qu'est-ce qu'on doit faire face à un phénomène qui risque de devenir peut-être le défi majeur de l'Europe, et peut-être pas seulement de l'Europe, le plus grand défi de la première moitié du XXIe siècle. Si cela prend des ampleurs de millions de gens qui vont vouloir se déplacer, comme d'ailleurs ça a été le cas en Europe depuis le IIIe et le IVe siècle. Les grandes vagues migratoires ont constitué l'Europe. Les peuples germaniques, les Slaves, ils ont changé la face de l'Europe de l'époque. Peut-être trouvons-nous déjà, nous trouvons peut-être déjà devant la prochaine vague, je ne le sais pas. Donc comment réagir? Ouvrir les portes, dire c'est comme ça, c'est cyclique, les démographies changent, ou bien faire comme certains le demandent, ériger des barrières, des frontières, des murs, déployer des armées, etc. Est-ce que cela va être utile? Je n'en sais rien. Yitzhak Levanon, quelle solution? Parce qu'il y a ceux effectivement qui veulent rétablir Schengen aujourd'hui, remettre des frontières dans chaque pays. Je n'ai pas une solution, ni l'Europe a une solution, comme vient de dire l'ambassadeur. Regardez, le problème, c'est que la question de réfugiés, ce n'est pas nouveau en Europe. Et la chose qui est nouvelle, c'est le flux qu'on va voir dernièrement. C'est les noyades qu'on a vues, c'est les gens qui ont été suffoqués dans des camions. Et ce sont des choses pareilles et qui ont émouvé l'Europe. Et c'est pour cela qu'on discute de ce problème-là. La seconde chose, c'est qu'il y a un problème humanitaire, c'est vrai. Parce que ce sont des gens qui fuient une situation qui est terrible, c'est une tragédie, que ce soit en Syrie, en Irak ou même dans les pays Balkans, la pauvreté, etc. Mais face à cette question, disons, humanitaire, il y a aussi des problèmes sociaux pour l'Europe. Donc c'est pour cela qu'au sein de l'Europe, on voit que l'Europe, elle est divisée.
Et elle n'a pas une seule voie pour trouver une solution. Il y a des voies différentes. On a vu Fabius, par exemple, attaquer la Hongrie. On a vu la Hongrie, on a vu à l'instant même de permettre le transit, le passage seulement. Pas rester en Hongrie, parce que la Hongrie ne veut pas. Donc, il y a une dissonance, disons, de la position européenne qui est complètement compréhensible, parce que c'est un vrai défi. La seule chose que l'Europe peut faire, c'est de s'asseoir de nouveau, de discuter de ça à fond et peut-être de changer certaines choses, que ce soit Schengen, au Dublin 3, ou toutes les solutions possibles pour aménager l'humanitaire avec les problèmes sociaux. On voit quand même une différence de réaction, que ce soit des pays comme, vous parlez de la Hongrie, mais il y a aussi l'Allemagne qui montre une volonté d'accueillir ces réfugiés. On a vu Angela Merkel. Les Britanniques, eux, comme toujours, plus isolés. Ça fait partie... Pour l'instant. Ouais. C'est une île, c'est une forteresse, mais eux aussi ne sont pas à l'abri. Et ils ont accueilli des millions ce n'étaient peut-être pas des réfugiés, mais des gens qui venaient des colonies britanniques en Asie, les Pakistanais, les Bangladeshis. Vous vous promenez en Grande-Bretagne, notamment à Londres, vous voyez que ce n'est certainement pas qu'une démographie monolithique. Mais vous savez, entre la mondialisation, les frontières ouvertes, les énormes disparités entre le premier monde et le tiers-monde, ou le quatrième monde déjà on peut dire, et ajouter à ça les foyers de guerre terribles qui nourrissent ce flot de réfugiés, des centaines de milliers, des millions qui partent, comment faire devant une telle vague? Alors certainement, il est légitime pour l'Europe et pour les États membres de renforcer les moyens pour ne pas laisser n'importe qui entrer, pour faire le tri, pour choisir qui accueillir et qui non. Mais il y a, comme le dit l'ambassadeur Levanon, un problème humanitaire. La télévision montre des images terribles de gens suffoqués dans des camions ou noyés par milliers dans la Méditerranée. Ce sont des images intenables pour une Europe humanitaire, une Europe humaine, une Europe avec une morale. Et donc, il faudra trouver l'équilibre, parce que c'est vrai aussi qu'il y a des limites aux moyens d'accueil de l'Europe. La clé, je suppose, vous avez parlé de l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle veut accueillir, mais elle veut aussi partager avec les autres pays européens le fardeau. Et donc, je suppose que les Allemands et 2-3 autres pays qui sont les États les plus visés vont demander, vont exiger que les autres États membres participent à cet effort. Regardez, on parle de l'Allemagne, par exemple. Et si les statistiques d'aujourd'hui montrent que seulement 20% de ceux qui vivent en Allemagne, ce sont des Allemands. Les autres, ce sont des émigrés. Donc, s'il y a un flux, et on parle maintenant de chiffres qui sont énormes. Vers la fin de l'année, je crois que ce sera entre 800 et 900 000 personnes. C'est 1 million à peu près. Donc, automatiquement, ça va changer, disons, le panorama social, que ce soit en Allemagne. C'est pour cela que Merkel a demandé le partage ou la redistribution avec les autres pays. Je crois que c'est possible une solution pareille. Par exemple, l'Allemagne, la France, l'Italie, c'est moins, parce que l'Italie a son propre problème qui vient, c'est le flot, disons, direct qui vient de la Libye vers l'Italie. Mais la France, par exemple, peut-être l'Angleterre aussi, pourrait à la rigueur absorber beaucoup plus de réfugiés que les autres pays. Donc il y aura, et disons, une Europe, comme une fois on en parlait, à deux vitesses. Une Europe, la grande, les riches, les grands, les forts, et qui puissent se permettre, disons, d'avoir beaucoup plus de réfugiés de façon humanitaire et trouver une solution. Comment trier les gens, enfin, c'est pas le mot à le dire, mais comment accepter, disons, ces réfugiés. Et les autres pays qui sont moins forts, qui sont pauvres, et reçoivent moins. Mais ce sera équilibré entre les deux. Et en fin de compte, ils doivent aussi solutionner le problème de comme quoi mettre fin à ce flux, parce que ça ne peut pas continuer de cette façon. Si cette année c'est 1 million, la prochaine année c'est encore un autre million, donc ce sera un vrai problème. Alors justement, pour mettre fin à ce flux, certains en France, à droite notamment, proposent aujourd'hui d'aller au cœur de ces conflits, c'est-à-dire notamment le conflit syrien qui fournit un grand nombre de réfugiés et une intervention au sol de troupes de soldats européens qui iraient avec des soldats de la région, alors sans dire lesquels,
mettre fin à ces conflits, et notamment à celui qui empoisonne la Syrie depuis 4 ans. Est-ce que ça, c'est quelque chose de réaliste pour vous aujourd'hui, puisqu'on voit bien que les interventions aériennes ne mènent à rien? Non, je ne pense pas que ce soit réaliste. Et d'ailleurs, ce n'est pas réaliste, pas seulement politiquement en Europe, de déployer des dizaines de milliers de soldats pour intervenir dans un conflit au Proche-Orient. Mais je ne pense surtout pas qu'une telle intervention mettrait fin forcément à cette guerre. On a des exemples de ces dernières décennies d'interventions massives américaines et internationales dans des foyers de guerre qui se sont mal terminés. Mais une chose est certaine, c'est que, à l'autre extrême, la volonté de détourner le regard de tout ce qui se passe sur les bordures de l'Europe, que ce soit les guerres au Proche-Orient, que ce soit la pauvreté en Afrique, que ce soit les disparités énormes sur cette planète, ceci n'est pas une politique réaliste non plus. L'investissement des pays riches dans les pays pauvres n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui va servir les deux parties. Ce n'est pas de l'aumône qu'on donne aux pays pauvres, c'est un véritable investissement pour que dans 30, 50 ans peut-être, les choses se stabilisent un peu plus qu'aujourd'hui. Peut-être que la droite européenne n'est pas au courant que oui, il y a une intervention sur place. Ce sont les Iraniens et la Hezbollah qui se trouvent en Syrie. Ce sont des forces qui luttent pour préserver le régime. En tout cas pour arrêter l'État islamique aujourd'hui, par exemple. Oui, mais si l'Europe, par exemple, voudrait intervenir militairement, ce sera une confrontation avec ces deux éléments, que ce soit l'Iran ou que ce soit avec la Hezbollah. Donc ça ne va pas solutionner la situation. Il y aura encore plus de réfugiés, encore plus de pays qui veulent fuir la situation. À mon avis, ce n'est pas la solution. En tout cas, c'est de la grande démagogie. Ouais. Aujourd'hui, justement, quand on voit cette situation, est-ce que les Américains n'ont pas quand même une part de responsabilité? Parce que tout cela, finalement, part du fait qu'ils ont refusé, il y a 4 ans, d'intervenir de manière forte dans le conflit syrien contre Assad. Ils ont laissé les choses peut-être se développer. Est-ce que la responsabilité n'est pas chez les Américains qui voient tout cela de très loin quand même aujourd'hui? Oui, ils sont plus loin que les Européens, il faut le dire. Donc on peut dire que l'habitude, c'est que la solution classique, c'est de faire appel aux Américains, mais les Américains ont eu leur dose, je pense, certainement sous la dernière présidence de Barack Obama, celle qui a précédé de George W. Bush. C'est impensable pour l'Amérique de recommencer, de réouvrir un nouveau foyer d'intervention. Et ils ont dit les choses clairement. L'Europe doit doit mener cet effort. Éventuellement, ils auraient participé. D'ailleurs, ils sont quand même les seuls à intervenir, que ce soit pas, c'est pas au sol, mais ils sont quand même les seuls à véritablement intervenir aux côtés de certaines armées arabes. Je pense que c'est une excuse un peu facile de dire c'est la faute aux Américains. Regardez, mettre le blâme sur les épaules des Américains ou des Européens ou d'autres ne va pas amener la solution à la Syrie. Je crois qu'il y a une compréhension complète entre les États-Unis, la Russie même, et les pays européens que la solution, c'est une solution politique. La différence, la division, le clash, si on peut dire, entre la Syrie, la Russie, Hezbollah et l'Iran face aux États-Unis et l'Européen, c'est que si cette solution politique devrait avoir place avec ou sans Assad. Les Américains le veulent sans Assad. Les Européens sans Assad, les autres avec Assad. Voilà. Et pour l'instant, il est toujours là. Merci, Yitzhak Levanon. Et le problème des migrants se poursuit. Merci à vous, Daniel Sheikh. Il y a tout juste un mois, dans le village de Douma, en Cisjordanie, une maison palestinienne était incendiée par le jet d'un cocktail Molotov. Un enfant de 18 mois y trouvait la mort et quelques jours plus tard, son père décédé à son tour. Son frère et sa mère sont aujourd'hui toujours hospitalisés. Et alors que l'enquête n'a pas donné de résultats tangibles, eh bien, Mohamed El-Kassim s'est rendu à l'hôpital où il a suivi l'oncle de la famille venu rendre visite aux blessés qui sont soignés en Israël. Reportage avec Julia Ganancia. C'est la première fois qu'Ahmad, 5 ans, se lève de son lit pour venir s'asseoir sur cette chaise roulante, une tentative de la part de son thérapeute de faire fonctionner ses muscles. Aujourd'hui, sa mère de 27 ans, Riyam, qui souffre de brûlures sur 90% de son corps, a subi une greffe de la peau et un traitement pour nettoyer son corps du monoxyde de carbone. Il s'agit de la deuxième tentative concernant ces deux traitements, la première ayant échoué.
Aujourd'hui, l'opération qu'elle subit est une greffe de peau. Ils vont aussi nettoyer son corps de toute bactérie. Je prie Dieu que sa situation s'améliore. Elle est très mal. Quelques bâtiments plus loin, son fils de 5 ans, Ahmad, est brûlé sur plus de 60% de son corps. Il souffre encore énormément et même si ses conditions se sont un peu améliorées, il est toujours dans un état critique. Son grand-père Hussein, qui est resté à son chevet depuis son arrivée à l'hôpital Tel HaShomer, est optimiste. Ils ont nettoyé les brûlures d'Ahmed aujourd'hui. Il va bien grâce à Dieu, mais il souffre encore beaucoup. Le docteur m'a dit que son traitement durerait longtemps. Pas seulement un mois ou deux, mais plus. Ahmed est devenu fils unique après que son plus jeune frère, Ali, ait été tué dans l'incendie criminel attribué à des extrémistes israéliens. 9 jours plus tard, c'est son père qui décédait. La famille Dawabche reste optimiste quant au fait que Riam et Ahmad puissent un jour retrouver une vie normale. Ahmed et sa mère me donnent la force de tenir le coup. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'espère qu'ils vont aller mieux, qu'ils retourneront chez eux et qu'ils reprendront une vie normale. Même si dans cette affaire, les services de sécurité nationaux israéliens ont arrêté plusieurs résidents des implantations, personne n'a encore été inculpé. Jusqu'ici, en ce qui concerne l'affaire, c'est le silence de la part des autorités israéliennes. La rentrée scolaire en France, c'est pour demain et le gouvernement a d'ailleurs promis de tenir ses engagements en termes de création de postes avant la fin du mandat de François Hollande. Aucune classe sans prof a d'ailleurs promis aujourd'hui la ministre de l'Éducation alors que se met en place la fameuse réforme des collèges. Océane Nicole. 12 millions d'élèves s'apprêtent à franchir les portes de l'école et pour cette nouvelle rentrée scolaire, beaucoup de changements attendent les écoliers. Le gouvernement fixe 3 objectifs à l'école, être plus exigeante, être plus juste et être inscrite au cœur de la République. Pour l'exigence, cela passe par la petite enfance. Les tout-petits vont en effet découvrir une maternelle rénovée avec de nouveaux programmes. La maternelle se définit à présent comme une école bienveillante. Ces programmes insistent sur les fondements des pré-apprentissages, notamment pour ce qui concerne la lecture et l'écriture, mais aussi sur une pratique plus affirmée d'activité physique, d'activité artistique, et enfin sur la compréhension, la première compréhension des nombres, la découverte du monde qui entoure les enfants et de leur environnement. Pour une école plus juste, les zones d'éducation prioritaire cèdent maintenant leur place aux REP, les réseaux d'éducation prioritaire, ainsi qu'aux REP+, de manière plus renforcée. De nouveaux noms pour de nouveaux programmes, le soutien sera désormais établi dès la 6e, le but étant de réduire l'écart entre les élèves en éducation prioritaire et ceux en cursus classique. Les réseaux d'éducation prioritaire, c'est des endroits où nous accueillerons davantage de personnels médico-sociaux, médecins, infirmières, assistantes de services sociaux, etc. Je le dis clairement, sur ce point, le gouvernement a fait le choix et l'assume d'être inégalitaire en moyens pour être égalitaire en réussite pour tous les élèves, parce que nous n'acceptons pas le déterminisme social. Enfin, une rentrée scolaire plus républicaine à partir de la primaire et ce jusqu'à la terminale. L'arrivée tant attendue de l'enseignement moral et civique fait son apparition. Cette nouvelle matière avait été trouvée à la suite des attentats de janvier dernier et des perturbations de la minute de silence dans certains établissements. Elle remplace donc l'éducation civique en y ajoutant une place importante au débat et à l'argumentation. Car si la France est en pointe dans l'éducation à la citoyenneté, le Conseil national d'évaluation du système scolaire souligne un aspect désincarné, voire hors sol de ces enseignements. Une faille qui pourrait être donc solutionnée par cette nouvelle rentrée. Et en Israël, rentrée scolaire également demain marquée par des menaces de grève. On va en parler dans un instant, dans un pays où le système éducatif est profondément marqué par les divisions sectorielles. Exemple avec cette école religieuse juive où des familles se plaignent de discrimination en raison de l'origine juive des élèves. Elsa Mimoun. Écoliers, recherche, établissement scolaire. La rentrée à peine entamée en Israël, des élèves de l'école Beth Yaakov, école talmudique de Jérusalem, ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils n'étaient pas acceptés dans l'établissement. Non pas pour faute de place ou de mauvaises notes, mais à cause de leur patronyme. Les parents de ce groupe de 21 jeunes filles avancent que leurs enfants ont été refusés en raison de leurs origines séfarades, juifs d'Afrique du Nord, alors que la plupart des élèves de cet établissement sont ashkénazes, juifs d'Occident. Des propos réfutés par l'établissement qui prétend avoir réduit le nombre d'enfants par classe cette année.
De son côté, le ministère de l'Éducation nationale soutient la version des parents. Le ministère de l'Éducation tente en ce moment de régler ces problèmes. Nous considérons très grave toute discrimination et le refus d'inscrire certains élèves pour cette rentrée. Le ministère va tout faire pour que ces élèves effectuent leur rentrée aussi vite que possible. Un cas qui n'est pas sans précédent et qui s'étend au-delà de Jérusalem à d'autres localités orthodoxes comme Nebrak ou l'implantation d'Emmanuel en Cisjordanie où l'école a carrément été divisée en deux parties, une pour les Ashkénazes, une autre pour les Séfarades. Il y a un effet destructeur énorme si aujourd'hui on doit encore avoir affaire à cela. C'est le nom de Dieu qui est profané dans cette affaire. Nous risquons d'arriver à une nouvelle affaire Emmanuel. Et je vous le dis, tout le public laïque va nous tomber dessus et nous ne voulons pas être mêlés à cela. Au cours des dernières années, de nombreux établissements d'enseignement ashkénazes ont limité la présence d'étudiants séfarades à un quota de 30% au sein de leur institution. Une situation qui n'est pas sans rappeler ce vieux débat social qui persiste dans toute la société israélienne entre les séfarades, qui restent une communauté socialement discriminée et dépréciée, face aux Ashkénazes qui demeurent assimilés aux élites du pouvoir politico-médiatique et aux couches sociales les plus privilégiées. Alors, on va s'arrêter sur cette rentrée en Israël. Bonsoir Daniel Haïk, analyste donc sur i24 News. Alors, on parlait de ces problèmes de compartimentation. C'est sectoriel et c'est une réalité. Oui, c'est une réalité depuis la création de l'État d'Israël. Cela fait partie des difficultés, on va dire, communautaires inhérentes à l'État d'Israël. Il y a, on peut dire, 4 systèmes d'éducation nationale en Israël. Il y a le système généraliste, on va dire plutôt laïque, une éducation générale, le système sioniste religieux, le système arabe pour la population arabe israélienne et le système orthodoxe, qui est un système indépendant, tout à fait indépendant. Alors ce sont 4 systèmes éducatifs, tout cela implique beaucoup de problèmes, on va dire, une impossibilité de forger un système éducatif unique et uniforme pour l'ensemble de la population israélienne. Cela crée des problèmes. Ce sont des systèmes qui ne sont pas, qu'on ne pourra pas former en une seule masse. C'est impossible. Il y a des différences. Bien, ne serait-ce que par exemple, on va donner l'exemple du système orthodoxe. Le système orthodoxe, par exemple, ne permet pas l'étude de certaines matières de base, comme par exemple les mathématiques, où on étudie surtout la Torah, on étudie surtout le Talmud, la Mishnah, toutes sortes de matières religieuses, mais on étudie très peu de matières profanes. Et donc, ce que l'on peut espérer à l'intérieur de ces systèmes, c'est des changements. Il y a effectivement des changements possibles, comme par exemple dans le système laïque aujourd'hui, il y a une entrée, on va dire, d'études, de cours visant à apprendre aux jeunes Israéliens un peu plus de valeurs juives, on va dire, valeurs historiques juives. D'ailleurs, Naftali Bennett a décidé d'investir peut-être 500 millions de shekels dans ces matières-là, visant à permettre à ces jeunes qui sont dans le système laïque de mieux connaître leurs pratiques religieuses, de mieux connaître la religion juive, de mieux connaître l'histoire du peuple juif sur la terre d'Israël. Ça fait partie des problèmes. Un des grands problèmes aussi dans l'éducation nationale en Israël, c'est, on va dire, la baisse du niveau des études, ou on va peut-être même la baisse du niveau des élèves aussi. L'une des manières que Naftali Bennett, le nouveau ministre de l'Éducation, a voulu instaurer pour corriger ce problème, c'est par exemple d'améliorer d'améliorer les études en mathématiques. En particulier, il veut qu'il y ait que les jeunes puissent étudier les mathématiques avec coefficient 5, parce qu'il dit que coefficient 5 mathématiques dans le système éducatif israélien, c'est la porte ouverte à des études de très haut niveau et une entrée dans le high-tech en Israël, etc. Une autre problématique qu'il faut souligner, c'est l'investissement. L'investissement dans le système éducatif en Israël, toujours le problème de la défense nationale. Comment composer avec une défense nationale qui est extrêmement présente, plus de 30% du budget national de l'État d'Israël, et l'éducation nationale qui est autour des 8%. C'est
peut-être pour certains pas assez. Il faudrait investir plus dans l'éducation nationale. Pour certains, c'est pas assez, notamment pour les écoles chrétiennes d'Israël qui menacent de se mettre en grève demain. Maha Abed, bonsoir. Vous êtes directrice de l'école des Frères qui est située à Jaffa, Yafo, donc tout près d'ici. Pourquoi vous n'êtes pas content justement de ces budgets? Vous estimez que vous êtes moins bien lotis que les autres? Bon. Et nos écoles qui assistent en Israël, ça fait des centaines d'années. Et que dans nos écoles, 33 000 élèves étudient, et tout dans 47 écoles chrétiennes en Israël. Et voilà, nos écoles étaient prévues d'avoir au moins 60-65% du budget du ministère de l'Éducation, qui servira à un tiers de nos dépenses, d'accord, annuelles. Là, nous trouvons dans un déficit de des millions de shekels par année. Et ça, c'est à nous que ça tombe sur le dos de nos écoles et nos institutions qui gardent cette mission éducative dans ce pays. Et c'est une mission éducative de qualité qui nous coûte vraiment cher, et que chaque élève en Israël qui a tout le droit d'avoir cette convention, cette scolarité égale comme tous les enfants d'Israël, ça, nous ne l'avons pas. Et nous obtenons un pourcentage de 30% annuel. D'accord? Merci. Et d'une année à l'autre, ça baisse, ça diminue. Et là, maintenant, on ne peut plus ouvrir nos écoles et même payer les salaires des professeurs. Et malgré que les parents payent une partie, mais ça fait aussi une partie très, très mineure et en comparant avec les autres écoles de l'État. Merci pour ce témoignage, Maha Abed. Je rappelle que vous dirigez donc l'école catholique des Frères de Jaffa. Un mot là-dessus, Daniel Haïk, il nous reste quelques secondes. Il y a évidemment un ressentiment dans la partie arabe israélienne de ne pas être traité. Il y a toujours eu une discrimination au niveau de l'investissement, des budgets qui sont investis dans le secteur arabe israélien au niveau de l'éducation par rapport au budget investi dans le secteur juif. Dans l'éducation, ça va même, on peut parler de 2 pour 5, hein, c'est-à-dire il y a vraiment mais il faut souligner qu'au cours des 15 dernières années, il y a eu une sorte de redressement, de discrimination positive pour essayer d'améliorer, de combler le fossé qui séparait les deux systèmes éducatifs, le système arabe israélien et le système juif israélien. Il y a toujours des inégalités, mais on essaye du côté israélien de combler ce fossé. Merci Daniel Haïk, rentrée des classes. Donc demain, on va se retrouver dans une dizaine de minutes. On parlera un petit peu de sport et aussi de gaz après la découverte majeure en Égypte hier. Quelles conséquences pour Israël? On aura un invité exceptionnel dans ce studio. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct. Dans un instant, le patron du consortium de gaz israélien sera notre invité après la découverte extraordinaire de ce gisement en Égypte. Mais on parle football tout d'abord, car ce soir, dans quelques heures maintenant, ferme le marché des transferts. Et comme chaque été, eh bien, il y a toujours des transactions choc de dernière minute. Cette fois, c'est un joueur français qui est concerné, puisqu'à peine 19 ans, eh bien, Anthony Martial quitte Monaco pour rejoindre Manchester United, montant à peine croyable de la transaction, 80 millions d'euros. Cela à la Zéroile. À 19 ans, le jeune prodige français intègre un des clubs les plus prestigieux au monde. Appelé à rejoindre la sélection nationale à Clairefontaine, Martial a dû partir en Angleterre pour signer avec les Diables Rouges. Montant de la transaction, autour de 80 millions d'euros, bonus compris. À quelques heures de la clôture du mercato estival, les Monégasques n'ont pas pu refuser ce transfert. Pourtant, le contrat d'Anthony Martial était prolongé jusqu'en 2019 et le vice-président de l'AS Monaco avait déclaré que l'attaquant était intransférable. Mais pour s'offrir un nouvel attaquant, Manchester United a mis les moyens. Les sommes en jeu rapprochent Anthony Martial du record français détenu par Zinedine Zidane, transféré en 2001 de la Juventus de Turin au Real Madrid pour 75 millions d'euros. En sélection nationale, Anthony Martial a sollicité auprès de Didier Deschamps l'autorisation de se rendre en Angleterre pour y signer son contrat. Fait inédit pour les transferts internationaux, la Fédération française de football a donné son accord aux joueurs.
Dans l'émission reportage, juste après le grand direct, reportage émouvant ce soir sur le combat mené en Argentine par ces mères qui voulaient retrouver leurs enfants et leurs petits-enfants disparus à l'époque de la dictature. On les a appelés les mères de la place de mai, du mois de mai. Extrait de ce reportage signé Carlos Gurovic. Cher Guido, c'est la dernière lettre que je t'écris, car maintenant je peux te dire combien je t'aime, en te regardant dans les yeux. Je t'ai retrouvé, tu m'as retrouvé, nous nous sommes retrouvés, mon cher petit-fils. Celle qui écrit cette dernière lettre à son petit-fils, c'est Estela de Carlotto, présidente des Grands-Mères de la Place de Mai, une association célèbre en Argentine et dans le monde pour son combat, la recherche des enfants retirés illégalement à leurs mères enceintes, séquestrés et assassinés entre 1976 et 1983, pendant la dictature militaire argentine. Sa propre fille, Laura, a fait partie de ces victimes. Elle n'avait que 23 ans. Estela nous accueille dans son modeste bureau au centre de Buenos Aires. J'ai commencé ma quête il y a 37 ans. J'étais seule au départ. Je ne savais pas quoi faire avec mes craintes. Et j'ai mis ma vie presque entièrement de côté. Pourquoi? J'ai malheureusement une fille enterrée au cimetière et un petit-fils qui a déjà 8 ans. Et je ne sais pas qui l'élève. Ils l'ont arraché à ma fille 5 heures après sa naissance, dans un camp de concentration, où elle a accouché avec les mains menottées et une capuche sur la tête. Devenue le symbole des grands-mères, Estela lance sa croisade pour trouver des soutiens au niveau local et international, comme ici, en 2008 à Paris, lors de l'inauguration du Jardin des mères et grands-mères de la Place de Mai. Je lutte pour la vérité et la justice pour Laura et ses 30 000 compagnons. Je lutte pour retrouver mon petit-fils. Je ne sais pas où il est. Je parcours le monde car je sais que le monde peut aider à les retrouver. Je ne veux pas mourir sans l'embrasser. Alors on va revenir maintenant sur cette découverte qualifiée d'exceptionnelle. Ça a été annoncé hier par une compagnie italienne, la compagnie Eni. Et cela se passe en Égypte, le plus grand gisement gazier, peut-être l'un des plus grands au monde qui a été mis à jour. Cela va avoir des répercussions évidemment dans la région. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord retour donc sur cette annonce avec Océane Nicole. Une découverte qui risque de faire des envieux. Le ministère égyptien du pétrole l'a confirmé ce dimanche, la découverte du plus grand gisement de gaz naturel. Il pourrait s'agir du plus important en Égypte et en Méditerranée. C'est le groupe italien de l'énergie Eni qui a fait cette découverte au large des côtes égyptiennes. Selon eux, le puits se situerait à une profondeur de 1450 mètres. Le gisement pourrait lui représenter un potentiel de 850 milliards de mètres cubes sur plus de 100 km². Le groupe italien a annoncé que le nouveau gisement serait 40 fois plus grand que la superficie du Léviathan en Israël, qui était jusqu'alors considéré comme le plus grand de la région. Une découverte qui pourrait être majeure pour l'Égypte. Dans son communiqué, le ministère a annoncé en effet que ce gisement de gaz va aider à couvrir les besoins en gaz naturel du pays durant plusieurs décennies. Le groupe italien va même plus loin en déclarant que cette découverte pourrait également devenir l'une des plus grandes de gaz naturel du monde. Le président égyptien Al-Sisi a rencontré ce week-end le directeur d'Eni pour parler de cette importante découverte. Le groupe italien a également ajouté qu'il détiendrait tous les droits d'exploitation sur la zone. Alors, quelles conséquences sur la région et notamment pour Israël? On va en parler en accueillant le président fondateur de Oil Ratio, qui est justement ce fameux gisement de gaz Léviathan découvert en Israël. Bonsoir à vous, Yigal Landau. Merci d'être là. Alors, d'abord, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un tel gisement qui pouvait être découvert là en Égypte, tout près du vôtre? Oui, bien sûr, il y a déjà une dizaine d'années, il y a eu un rapport de l'Institut géologique américain disant qu'il y avait un potentiel dans le bassin méditerranéen
de 122 TCF de gaz et nous ne sommes pas donc complètement surpris de cette découverte. Mais alors, on a vu ce matin que sur le marché israélien, la bourse israélienne, les valeurs liées au gaz ont connu une forte baisse parce que, semble-t-il, ça ne plaît pas au marché de voir qu'il y a ce grand gisement égyptien, ça ne plaît pas au marché israélien. Oui, écoutez, il y a une pensée erronée qu'une telle découverte en Égypte pourrait porter atteinte à la concurrence du gaz israélien. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense au contraire que cette découverte égyptienne est très bonne et elle prouve, là encore, qu'il y a un grand potentiel d'autres champs de gaz dans le bassin méditerranéen commun à Israël, l'Égypte et la Chypre. Et cela prouve également qu'une régulation stable, comme l'a démontré le président égyptien, peut ramener sur le devant de la scène des entreprises gazières qui, jusqu'à présent, n'ont pas voulu investir en Égypte. C'est un investissement serait important. On parle de nombreux milliers de dollars pour développer un tel champ gazier. Il faut donc prendre exemple sur les Égyptiens et voir comment on peut profiter de nos ressources naturelles. Alors, on va parler dans un instant justement des problèmes qui existent en Israël pour votre champ gazier, celui du Léviathan, parce que c'est loin d'être réglé, mais il faut quand même expliquer pourquoi aujourd'hui eh bien, cette découverte égyptienne va profiter à Israël. Parce que vous deviez, à l'origine, c'était prévu, vendre votre gaz aux Égyptiens. Là, ce ne sera plus le cas. C'est vrai, et je suppose que nous allons vendre malgré tout du gaz aux Égyptiens. Le gaz que nous devions vendre à la société British Gas est destiné à l'exportation pour être liquéfié. C'est une société qui fait concurrence à l'ENI. Et je pense que, à mon sens, le gaz sera envoyé de ce nouveau champ vers leurs installations. Les directeurs d'ENI, en plus, ont annoncé que ce gaz, une fois développé, sera principalement utilisé par le marché local et non pas pour l'exportation. Oui, ça va garantir donc de l'énergie pour des décennies, dit Eni, au marché égyptien. Pour Israël, c'était une très bonne nouvelle aussi quand on a donc découvert ce fameux Léviathan. Et aujourd'hui, où en est-on de ce dossier? Parce que pour l'instant, le gaz n'est pas exploité encore. Malheureusement, en Israël, il y a une instabilité au niveau de la réglementation. Le développement du Léviathan dure depuis plus de 5 ans et dans le gouvernement, il y a plusieurs personnes qui, pour des raisons de statut, d'ego ou autres, adoptent des réglementations différentes. Il n'y a pas une politique très claire aujourd'hui de l'État d'Israël concernant le gaz. Et dans une telle conjoncture, il est impossible de lever les millions de dollars nécessaires pour développer le Léviathan. On parle d'environ 7 millions de dollars. Et c'est ce que nous voulions faire. Nous voulions signer avec la société British Gas, qui a une grande usine à Itko, près d'Alexandrie. Et ce n'est qu'en contrepartie de promesses réglementaires que seul le gouvernement peut donner, cela sera possible. Ce n'est que dans ce cas que nous pourrions aller de l'avant et développer le Léviathan. Et chaque mois de retard que nous prenons, malheureusement, entraîne des milliards de shekels de pertes
chaque mois à Israël. Ça paraît un peu incroyable comme situation, ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on est là face à une ressource naturelle qui est une chance incroyable pour un pays, mais qui ne peut pas en profiter à cause de blocages. Et les Israéliens non plus ne profitent pas des baisses de prix dans l'énergie qu'on leur a promises également, par exemple durant la campagne électorale. Pour l'instant, tout ça, ça n'existe pas parce que tout est bloqué. Oui, c'est triste, c'est dommage, effectivement. Je voudrais simplement ajouter que les prix de l'énergie pour la compagnie nationale d'électricité, depuis que Tamar est entré dans ce domaine, a baissé de 70% et les Israéliens connaissent des prix plus bas dans le domaine de l'électricité, et cette instabilité a également fait que des sociétés étrangères refusent de venir et d'investir en Israël. Tamar et Léviathan sont deux grands champs gaziers, avec pour partenaires Noble Energy et Delek. Nous sommes Ratio, nous sommes les promoteurs de Léviathan, nous sommes simplement des associés, et nous sommes restés en fait seuls. On dit que nous sommes un monopole, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est toutes ces guerres de régulation qui ont entraîné cette instabilité, et au lieu que la découverte de ces gisements entraîne d'autres sociétés étrangères à venir investir en Israël, et nous aurions pu aujourd'hui avoir plusieurs gisements en Israël dirigés par des sociétés internationales, et toute cette histoire de monopole et autres ne serait pas. Mais malheureusement, en Égypte également, il aura fallu quelques années pour tirer les leçons de leurs erreurs, et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Alors l'Égypte aujourd'hui, justement, ce qui se passe en Égypte, est-ce qu'à votre avis, ça ne va pas peut-être inciter le gouvernement israélien à débloquer très vite la situation? Parce que là, les Égyptiens vont prendre sans doute de l'avance sur Israël à ce niveau. J'espère que oui. J'espère que, comme l'a dit le ministre de l'Énergie et des Infrastructures, Dr Steinitz, c'est vraiment un appel au réveil. Et il faut permettre l'investissement et le développement du Léviathan, le relier à la côte israélienne et créer une autre source d'énergie qui viendrait suppléer à Tamar. Et je pense qu'ensuite, cela encouragera d'autres sociétés étrangères à venir ici investir des centaines de millions et à trouver du gaz, parce qu'il est là. Il ne faut que le trouver. Le gaz, c'est une ressource d'avenir pour vous, parce qu'on dit que le pétrole, bientôt, il n'y en aura peut-être plus. Le gaz, c'est une ressource qui a de l'avenir sur Terre aujourd'hui ? Oui, écoutez, vous voyez que le prix du pétrole baisse, et bien sûr, bientôt, les Iraniens vont fournir du carburant. Il y a de grandes fluctuations dans ce domaine. Mais le gaz, c'est véritablement l'énergie de demain. C'est une énergie propre, peu onéreuse, disponible. Et nous voyons que dans de nombreux endroits dans le monde, en Israël ou ailleurs, 60% de la production d'électricité vient de gaz naturel, et c'est une énergie propre. Eh bien voilà, on espère en tout cas qu'Israël va en profiter. Merci Igal Landau. Je rappelle donc que vous êtes le PDG fondateur de Ratio, Oil Ratio, qui exploite donc ce fameux gisement à Léviathan, important lui aussi, qui se situe cette fois en Israël, et après donc celui que l'Égypte a annoncé avoir découvert. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Merci. Bonne soirée.